Je suis en état plus urgente maintenant qu'il n'y a il y a 3 ans, quand on en a parlé pour la première fois. Pas trop urgente encore, mais il faut savoir que le délai d'attente est en moyenne de 1 an. Donc, dans 1 an, mon état peut s'être considérablement dégradé. Et je n'ai pas envie, si je peux éviter, d'être dans un état désespéré, sur un lit avec un respirateur artificiel, à attendre un greffon qui ne vient pas. Donc, de ne voir vraiment que la mort au bout. L'extrait que tu viens d'entendre, c'est extrait d'une émission de Mireille Dumas qui date de mars 1995, dans laquelle ma mère a participé. Et c'est la dernière trace que j'ai d'elle. Elle raconte comment elle vit avec sa maladie, la mucoviscidose, et comment elle est dans l'attente d'être greffée du cœur et des poumons pour espérer enfin pouvoir faire les projets dont elle rêve. Elle est morte 6 mois après l'émission, dans l'attente d'un greffon qui n'est jamais arrivé. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te partager mon histoire personnelle, intime, te raconter un peu comment j'ai grandi et comment j'ai vécu comme orphelin, et surtout comment j'ai réussi à reprendre confiance en moi comme adulte, à construire un couple et à relever d'autres défis. Donc quand j'étais enfant, à l'extérieur, je réussissais plutôt bien à l'école, j'avais des bonnes notes. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'avoir du mal à me faire des amis. Je me sentais timide, j'avais l'impression de manquer de confiance, d'avoir des difficultés à exprimer mes émotions. Et ensuite, c'est resté comme adolescent dans les premières relations, les premiers amours que j'ai connus. Pour moi, j'avais de la dépendance affective. Ça, je l'ai compris plus tard. Pour moi, la dépendance affective, ça va avec la jalousie ou la peur de se faire abandonner. Pour moi, c'est le fait de pas avoir suffisamment confiance en soi et donc de faire dépendre ses émotions des actes de quelqu'un d'autre. Et généralement, c'est son conjoint, c'est sa copine ou son compagnon. D'ailleurs, je me souviens que la première rupture que j'ai vécue, j'étais au lycée, j'étais en classe de seconde et j'ai dit à cette fille que j'avais l'impression de perdre une nouvelle fois ma mère, que cette rupture c'était un peu comme un nouveau deuil. Et c'était sincère en fait. À l'époque, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme un nouvel abandon, que en fait on m'avait donné de l'amour pendant quelques mois et puis tout à coup on me l'avait retiré. Évidemment, j'ai compris que en devenant adulte plus tard, c'est quelque chose qui est très lourd à dire à une adolescente de 15 ans. Et je me suis excusé auprès d'elle plusieurs années après. J'ai compris aussi que ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle en psychanalyse un transfert. Et qu'il y a plusieurs orphelins vivent ça et que si toi aussi tu vis ça, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Et si toi aussi tu as déjà ressenti ça, c'est quelque chose qui est assez courant chez les orphelins. Et puis ensuite, comme jeune adulte, vers les 20 ans, j'ai commencé à être en couple avec une fille et ça a duré pendant 8 ans. Dans cette relation, encore une fois, j'avais l'impression que tout allait bien, mais en fait, je me suis rendu compte plus tard combien je me mentais à moi-même. Et à l'extérieur, encore une fois, comme à l'école, j'avais des bonnes notes et tout ça, et à l'extérieur, tout semblait me réussir. J'arrivais à faire des bonnes études, et donc à l'extérieur, il y a tout qui semblait bien marcher. J'avais le couple, le CDI, les études, les diplômes. Mais en réalité, j'ai compris plus tard que en fait, j'étais bien loin d'être vraiment confiant en moi. Un mois de janvier, quand j'ai eu 28 ans, ma copine de l'époque
elle m'a annoncé qu'elle me quittait. Et en fait, très vite, c'était très douloureux pour moi. C'était une sorte d'effondrement parce que toute la charge émotionnelle d'une relation qui a duré 8 ans qui s'effondre. Mais ça a été très rapidement aussi une grosse prise de conscience en fait. Parce que j'ai pris conscience que j'étais en partie responsable de cet échec. Parce que en fait, j'avais pris ce couple comme quelque chose d'acquis et que au fond de moi, et donc encore une fois, comme quand j'étais enfant, les bonnes notes à l'extérieur et tout ça, ça marchait bien. Mais là, c'est pareil, j'avais pris le fait d'être en couple comme quelque chose d'acquis et en fait, au fond de moi, j'étais encore dépendant affectivement, j'avais encore de la jalousie et surtout des anciennes douleurs qui sont remontées à la surface, des douleurs liées à la mort de ma mère et au sentiment d'abandon que ça avait provoqué chez moi. Par chance, à ce moment-là, en fait, quand c'est en janvier 2018, ça fait plusieurs mois en fait que je m'intéresse, que j'étudie, que je lis des livres et que je me forme au développement personnel. Comme j'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes, je me suis formé à la communication non violente, notamment avec le travail d'un psychothérapeute belge qui s'appelle Thomas Dansembourg. Et je vais vous mettre les références de son livre dans la description du podcast. Il a écrit un livre qui a bien marché, qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Grâce à ces lectures et à ce travail, j'avais déjà des pistes en fait pour travailler sur moi. Et j'ai compris alors que je me retrouvais célibataire. J'ai compris alors qu'il fallait que je me mette à travailler sur moi pour remonter de cet échec. Et donc je commence à me lancer un peu des défis qui vont m'aider à retrouver de la confiance en moi et à construire une vraie confiance en moi. Et dans ces défis, forcément, comme je suis célibataire, la première chose qui me vient à l'idée, c'est d'aborder des inconnus dans la rue, des inconnus qui me plaisent en plus, de partir seul en vacances, quelque chose que j'avais jamais fait, de partir escalader des falaises, de prendre des douches froides et des bains glacés, et de, par exemple, comme défi, de ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois malgré le jugement des autres et les autres qui te disent « Oh, mais pourquoi tu bois pas d'alcool ?» Enfin voilà, pour moi, le premier défi qui a été vraiment le plus gros, c'est celui qui consiste à aller aborder des inconnus dans la rue ou dans toutes sortes d'endroits, des inconnus qui me plaisent. Et c'était vraiment quelque chose d'engageant en fait, quelque chose qui me mettait dans une situation d'inconfort. Je précise tout de suite parce que c'est en pleine période du hashtag MeToo et des histoires d'harcèlement et tout ça. Je précise tout de suite que j'ai toujours abordé avec bienveillance, avec politesse et sans forcer et toujours en demandant à la personne si je la dérangeais et que je la laisserais tranquille. Une fois faite cette petite précision, j'ai abordé plusieurs inconnus dans la rue et je me suis pris forcément en pleine face ma peur du rejet, ma peur d'être seul et ma peur d'être jugé en fait. Et après plusieurs échecs, après des courtes histoires d'amour qui n'ont pas duré, j'ai appris à me canaliser, et j'ai fini par rencontrer ma copine actuelle sur un banc dans un parc à Paris. Et à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais avoir confiance en moi, que malgré les difficultés, j'étais capable de me relever, j'étais capable de créer ma vie et d'aborder des inconnus. Bien sûr, ça, c'était que le début de mon aventure de couple, mais j'ai été capable donc de rencontrer ma compagne actuelle dans la rue, de construire le couple qui me correspondait, de partir seul et aimer aussi passer du temps seul en vacances ou dans toutes sortes de situations sans avoir forcément besoin d'avoir quelqu'un d'autre avec moi pour aller bien et d'accomplir des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire, comme escalader des falaises de plus de 150 mètres,
me baigner dans un lac en Pologne le jour de Noël, voler tout seul en parapente. Tout ça, c'est des choses que je pense j'aurais pas été capable de faire. Mais le plus important, en fait, c'est pas ce que j'ai créé comme réussite à l'extérieur, mais c'est la vraie confiance intérieure que j'ai réussi à construire. Et c'est pas juste une confiance qui est basée sur des critères extérieurs comme le fait d'être en couple, le fait d'avoir un emploi validé en CDI, un salaire, et de cocher toutes les cases qu'on pense avoir à cocher quand on doit construire une vie d'adulte. Mais c'est vraiment pouvoir créer pour soi et être fier de soi-même sans attendre aucun jugement des autres, en fait. Voilà, je t'ai résumé un peu comment ça s'est passé pour moi, cette aventure d'orphelin jusqu'à aujourd'hui. Et toi, c'est quoi ton histoire comme orphelin ? Est-ce que dans cette histoire, tu as eu, dans le deuil que tu as vécu de ton père, de ta mère ou de tes deux parents, est-ce que ce deuil, ça a eu aussi des conséquences sur tes relations amoureuses, sur ta vie de couple ou sur le fait que tu sois célibataire aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème ? C'est quoi les rêves et les défis que tu aimerais relever ? Viens nous en parler sur le groupe Facebook des orphelins résilients, parce que là, tu trouveras des orphelins déterminés et qui aiment se challenger. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la plus grosse difficulté que rencontrent les orphelins.